Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la session Vivre et travailler à qui aujourd'hui sera consacrée au Maroc. Donc avant de donner la parole à nos intervenants et que je voudrais déjà remercier pour leur temps, et je vous rappelle quelques points principaux sur ces webinaires. Tout d'abord, c'est un espace convivial où nos invités vont partager leur expérience, leur biographie et ils vont nous donner quelques clés de compréhension du pays, autant d'un point de vue professionnel que d'un point de vue personnel. La séance sera divisée en deux parties. Premièrement, il y aura un tour de table de présentation. Il y aura aussi une présentation de la section de Sciences Po Lumi au Maroc, qui est une des plus actives sur le continent africain. Et je leur poserai quelques questions. Ils vont nous raconter quelques anecdotes. Ils ont tous des profils très variés. Donc, nous aurons un aperçu sur plusieurs secteurs d'activité au Maroc, principalement sur Casablanca. Et la deuxième partie, ça va être vraiment consacré au Q&A. Donc, vous aurez l'occasion, l'opportunité de poser vos questions directement aux intervenants, soit par le chat, soit par lever de main. Je vous invite aussi dans le public à ouvrir vos caméras pour que ce soit un peu plus convivial pour nos invités. Je vous rappelle que ces sessions sont enregistrées et disponibles sur la plateforme de Sciences Po Lumi. Je vous donnerai les liens tout à l'heure. Et avant de commencer avec les présentations, donc j'aimerais bien donner la parole à Amin Dabchi, qui est le président de la section au Maroc. Et il va nous présenter les réseaux et les activités des alumni au Maroc. Donc, Amin, un grand merci par avance et je te laisse la parole. Merci beaucoup. Bonjour à tous. On est très heureux de pouvoir échanger avec vous ici, depuis le Maroc. Sciences Po Alumni Maroc est l'asso qui représente tous les anciens et les diplômés de Sciences Po Paris basés au Maroc. À la fois les Marocains ou les étrangers ou les non-Marocains. Loïc pourra en attester qui est un membre actif de l'association basée au Maroc. L'asso représente aujourd'hui, on est à peu près plus de 700 diplômés vivant au Maroc, avec des profils complètement divers. C'est une association qui est active depuis plus de 20 ans. Je pense qu'on est à notre 23e anniversaire cette année ou 22e, j'ai oublié. Donc, qui a été cofondée par des anciens diplômés il y a pas mal de temps et qui sont restés actifs jusqu'à l'année dernière d'ailleurs. Et l'association, disons, a été est active sur plusieurs volets. On est à la fois un agrégateur ou un rassembleur des diplômés dans les différentes villes du royaume. On est principalement basé à Casablanca, à Rabat et un peu à Marrakech. Mais l'essentiel des diplômés se trouve à Casa, qui est la capitale économique. On organise donc plusieurs événements qui sont des événements peut-être sociaux, d'autres culturels, d'autres qui sont plutôt des événements contenus, académiques, donc des conférences. Euh, et on essaye, à notre manière, de participer à la vie politique avec un grand P du Maroc. C'est-à-dire, si on donne un exemple, lors du dernier, euh, le dernier événement étant le projet pour le nouveau modèle de développement du pays. Les associations d'alumni Maroc l'association Alumni Maroc a contribué avec un projet, une contribution sur l'emploi de la jeunesse au Maroc. Il y a différents types de participants, de participation. On a dans le passé aussi organisé des choses avec d'autres associations qui sont hors Maroc. On a produit aussi, en collaboration avec d'autres associations d'alumni en Afrique, un annuaire des alumni d'Afrique, qui date maintenant depuis quelques années, de 3-4 ans, je pense. Mais c'est un annuaire qu'on a produit qui regroupe un peu tous les alumni de Sciences Po basés sur le continent africain.
Donc voilà un peu en quelques lignes, comme ça je n'accaparerai pas la parole, puis on pourra laisser place aux questions. Très rapidement, donc moi je travaille pour un groupe qui s'appelle le groupe OCP, qui est connu comme étant l'Office chérifien des phosphates. On est un groupe international, leader mondial dans les engrais et dans le phosphate, basé au Maroc, mais présent sur tous les continents. Euh, c'est aussi un exemple qu'on peut à la fois travailler au Maroc pour un groupe marocain, mais à l'international. Donc moi, je suis basé entre Casablanca et Paris et je suis chargé de mission au cabinet du président et je m'occupe des affaires publiques et affaires institutionnelles. Donc voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Amine. Je pense qu'on reviendra sur ton parcours. Mais tout d'abord, je laisse la parole à Mehdi Mexari de la promo 2008. Mehdi, est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours et qu'est-ce qui t'a amené à Casablanca? Merci Camilla. Alors bonjour à toutes et à tous. Je suis Mehdi Mexari. Je suis tout d'abord trésorier du bureau des alumni de Sciences Po Maroc. J'ai grandi entre le Maroc, l'Allemagne et l'Arabie Saoudite pour ensuite arriver sur Paris où j'ai fait mon droit à Paris 2, Assas, Panthéon-Assas. Après 5 ans de droit, j'ai eu des envies d'ailleurs en termes d'études et c'est pour ça que j'ai intégré Sciences Po en politique comparée, absolument rien à voir avec le droit. C'était 2 belles années, les meilleures années en tant qu'étudiant. Par la suite, j'ai intégré un cabinet français du nom de Gide, Lorette Nouvelle, où j'ai commencé euh, à exercer. Euh, Par la suite, le cabinet, ce qui a amené justement mon retour au Maroc, c'est que le bureau marocain de Gide avait besoin de renforts et ils ont cherché chez Gide Paris les Marocains qui étaient sur place. J'étais peut-être le seul et le seul à vouloir rentrer. C'est ça qui a fait que j'ai rejoint le cabinet marocain pour ensuite fonder mon propre cabinet avec un autre associé avant, en 2018, de nous faire avaler, racheter par Dentons, qui est un cabinet international d'avocats. Et aujourd'hui, j'occupe la position d'associé dans ce cabinet. Euh, Ce qu'il faut savoir, c'est que au sein du cabinet, nous couvrons toutes les lignes de métier et nous faisons et le contentieux, donc tout ce qui a trait aux tribunaux, aux litiges, et du conseil. Et là, c'est pour rassurer ceux qui ont un niveau d'arabe très approximatif, comme le mien, c'est qu'on travaille essentiellement en français et en anglais pour la partie conseil. Donc, il est possible d'être avocat au Maroc et ne travailler qu'en français et en anglais si on choisit de faire du conseil. Voilà. Sinon, écoutez, j'invite tous ceux qui comptent rentrer au Maroc de rejoindre notre association. Voilà. S'ils ont des questions, qu'ils n'hésitent pas. Les membres du bureau sont à leur disposition. Je passe la parole. Je passe la parole à la prochaine personne et bien sûr, je suis ouvert à vos questions par la suite. Merci. Merci beaucoup, Mehdi, et merci en effet aussi pour ce conseil linguistique qui est très utile. Je passe maintenant la parole à Bouchra Alaoui Aziz de la promo 2002 qui travaille dans un autre secteur, donc elle va un peu nous raconter son parcours. Il faut activer ton micro, Bouchra. Ça va mieux? Parfait. Donc, je te disais que j'étais une diplômée 2002, donc je suis une des vétérantes du groupe. Donc, j'ai un parcours très atypique parce que j'ai fait d'abord une école d'architecture. Donc, architecture et Sciences Po, on a l'impression que c'est très loin l'un de l'autre.
Mais j'avais toujours ce besoin, quand je faisais mes études d'architecture, je trouvais que c'était pas complet. La notion du beau, tout ça était très présent. L'architecture est un élément très important du design urbain, même de composer une ville et de vivre ensemble. Mais il manquait quelque chose. Et puis, j'ai eu la chance d'intégrer un master d'urbanisme de Sciences Po. Et c'était pareil. Je pense que, comme me dit, j'ai passé 2 très belles années. Ça m'a ouvert l'esprit sur beaucoup de choses, sur beaucoup de problématiques et où comment, quelque part mon apprentissage de base d'architecture était très utile parce que dans une composition de groupe assez hétéroclite, donc j'ai ramené quand même une plus-value, etc. Mais j'étais tellement tombée amoureuse de la politique, des politiques de la ville, dès quand je suis sortie en 2002, j'ai abandonné l'architecture pendant 10 ans. Donc, j'ai été appelée par un cabinet ministériel. Donc, j'étais conseillère du ministre de l'Aménagement du Territoire, d'Urbanisme et de l'Eau. Et à l'époque, c'était très particulier au Maroc parce que c'était le nouveau changement d'alternance, le gouvernement d'alternance, et c'était le Parti socialiste qui a pris les pouvoirs. Donc, c'était très emblématique et très parlant pour notre jeunesse de l'époque, où c'était très important. On avait envie de rentrer au Maroc pour aider le pays, l'aider à avancer. Donc, pendant 10 ans, j'ai fait de la politique publique. Et donc, j'ai beaucoup appris en faisant vraiment les campagnes politiques, en travaillant dans les lois, etc. Et puis, d'un coup, je me suis lassée un peu et j'avais envie de toucher autre chose. Et donc, j'ai ouvert tout simplement mon cabinet d'architecture. Mais en même temps, j'avais un cabinet de conseil où je travaillais beaucoup avec l'ONU, la Banque mondiale, etc., où je faisais quand même de l'évaluation des politiques publiques. Je fais de l'urbanisme, mais à côté de ça, j'avais un cabinet d'archi où je fais de l'architecture tout simplement. On a gagné pas mal de concours, etc. Et puis après, j'ai eu aussi, comme quoi les parcours ne sont pas forcément linéaires, parce qu'après avoir ouvert mon cabinet, ça marchait, etc., j'étais appelée par le groupe OCP, qui est un grand groupe au Maroc. J'avais l'impression d'avoir tout appris. Ben non, j'ai passé 6 ans à l'OCP et j'ai appris énormément de choses. Je m'occupais de la construction de villes nouvelles dans le sud du Maroc. Et c'était un très bon apprentissage. Et avec le Covid, j'ai décidé de retenter l'expérience entrepreneuriale. Et donc, j'ai réouvert mon cabinet d'archi de conseil. Et donc, voilà, donc je navigue entre mes deux passions, l'architecture et les politiques. Donc, en passant 10 ans en France, j'ai complètement oublié l'arabe. J'ai quand même passé un bac marocain. Je parlais très bien arabe et tout. Donc, je suis arrivée, j'avais beaucoup perdu, surtout à l'écrit. Mais il faut dire que ça m'a pas du tout pénalisé, c'est pour compléter un petit peu l'intervention de Mehdi. Je travaille beaucoup en français, en anglais, et l'arabe dans la pratique au niveau des pratiques d'administration, etc. Voilà, donc je suis une femme, donc pas de problème au niveau de la pratique du métier. J'arrive à m'en sortir autant qu'un homme, donc pas de problème, pas plus qu'ailleurs, on va dire. Et donc voilà, je suis à vos dispositions si vous avez besoin d'autres choses. Et entre parenthèses, je suis secrétaire générale de l'association des alumni Sciences Po. Voilà. Merci, Bourcha, pour ces riches aperçus, un profil en effet pas linéaire et c'est très intéressant de pouvoir combiner deux passions dans une seule vie professionnelle. Donc, félicitations pour cela. Donc maintenant, je passe la parole à notre intervenant qui n'est pas marocain, qui est alsacien, Loïc Jeguer-Hubert de la promo 2010. Loïc, je te laisse nous raconter qu'est-ce qui t'a amené au Maroc. Mais déjà, enchanté d'être présent parmi vous aujourd'hui. Effectivement, alsacien d'origine, c'est presque marocain hein, dans l'âme. En tout cas, fidèle supporter hein, de l'association des alumni ici, qui honnêtement, hein, pour avoir fait plusieurs pays dans le monde, est une des plus actives, une des plus diverses dans ses activités, dans son animation quotidienne. Donc, j'en profite pour dire un grand bravo à l'association. Alors, avant le Maroc, alors déjà, j'ai été effectivement à Sciences Po hein, durant 5 ans. J'ai commencé par le premier cycle franco-allemand de Nancy. Il y a peut-être quelques Nancéens dans la salle. Ensuite, j'ai enchaîné avec un master. Alors, c'était en fait l'ancêtre hein, de l'école de management qui n'existait pas encore, mais qui se structurait. Donc, à l'époque, on était sur un format un peu particulier hein, qui mêlait les trois matières phares, finance et stratégie, marketing et RH, pour ensuite rejoindre effectivement le groupe Engie, alors qui s'appelait encore GDF Suez à l'époque, d'abord en stratégie, ensuite
sur de la fusion-acquisition en Asie, ensuite au Luxembourg, au Benelux, en Chine, où j'ai eu la chance de créer la filiale chinoise du groupe. Et puis ensuite, j'ai décidé de non pas faire une pause, mais suivre mon épouse, qui est diplomate économique, qui travaille pour la GIZ, qui est la coopération économique allemande au Maroc. Donc, il y avait un poste à Rabat, super ville marocaine, pas spécialement en concurrence, hein, très complémentaire, au contraire avec Casablanca. Je ne sais pas si vous aurez des questions sur le sujet. J'en ai profité pour m'occuper de ma première fille durant 2 ans et demi en congé parental. Ensuite, j'ai un peu fait d'éducation à l'ESSEC Business School. J'ai trahi Sciences Po, désolé, mais qui est un campus Afrique situé à Rabat. Et puis ensuite, j'ai rejoint à nouveau Engie comme directeur général pour toute l'Afrique du Nord, alors qui va en réalité du Sénégal à l'Égypte, mais avec un siège au Maroc situé à Casablanca. Voilà, donc très heureux de répondre à toutes vos questions et très heureux aussi d'être au Maroc, hein, qui est vraiment un pays phare, hein, dans la région, qui est vraiment un hub entre l'Europe, l'Afrique et même le Moyen-Orient. On pourra également en parler, qui est vraiment précurseur sur de nombreux secteurs, dont le secteur énergétique. Et le secteur énergétique, évidemment, c'est un sujet très transverse qui touche en réalité à beaucoup d'autres secteurs. Voilà. Merci beaucoup, Loïc. Je pense que aussi c'est très intéressant de voir les raisons qui t'ont amené au Maroc, comment la vie est aussi imprévisible et maintenant tu as trouvé voilà, ton épanouissement professionnel aussi, mais en commençant par un parcours, par une raison personnelle. Donc ça aussi, je pense que c'est un point très intéressant à souligner. Donc maintenant, je passe la parole à Abdella Tourabi, qui va aussi nous raconter les secteurs du journalisme, des médias et de l'enseignement, de la promo 2003. Bonjour et merci beaucoup. Je suis très très heureux de vous retrouver ici, de vous pouvoir vous parler, enfin, secteur là où je travaille, c'est-à-dire le secteur du journalisme. Et voilà, enfin, je suis aussi l'un des vétérans de ce groupe, parce que voilà, enfin, je suis de promotion en 2003. Certains de mes camarades de promotion maintenant, enfin, je pense que certains sont devenus profs à Sciences Po. Je ne sais pas, peut-être qu'il y a des gens parmi vous qui ont eu des cours avec Stéphane Lacroix. Ben voilà, enfin, on était des camarades de promotion. Voilà, sauf que j'ai choisi un autre domaine et un autre secteur d'activité, celui de la presse et celui du journalisme. Donc voilà, enfin, j'avais travaillé aussi en France pendant quelques années au Conseil supérieur audiovisuel, enfin, l'actuel ARCOM. Et après, voilà, enfin, je suis rentré au Maroc. Maintenant, ça va faire quand même 13-14 ans. Enfin, je suis rentré en 2011, donc avec le printemps arabe. C'était pas prémédité, mais en tout cas, voilà, ça coïncidait avec cette phase de l'histoire du Maroc, mais aussi l'histoire du monde arabe. Donc, j'étais directeur du magazine, enfin, un magazine, je pense que certains le connaissent, c'est un magazine historique qui s'appelle Zaman. C'est un mensuel historique au Maroc. Donc, voilà, enfin, j'ai participé au lancement du magazine en arabe et voilà, enfin, j'étais aussi directeur du magazine en français. Quelques années plus tard, j'ai pris la direction d'un hebdomadaire marocain qui s'appelle Tel Quel. C'est un hebdomadaire, enfin, il y a un tout petit peu, ça a été pendant un certain moment, enfin, je pense jusqu'à maintenant, enfin, le symbole d'une certaine presse indépendante au Maroc. Donc, pendant des années, j'étais directeur du magazine Tel Quel, donc j'étais chargé de diriger ce magazine, d'écrire les éditos du magazine. Après, bon, bah, je suis passé à autre chose, le côté obscur de la force, c'est-à-dire la télévision. Donc voilà, enfin, depuis 2016, j'anime des émissions politiques à la deuxième chaîne marocaine, deuxième, donc l'émission en arabe et en français. L'émission en français s'appelle Confidence de presse. Et donc, c'est une émission politique où voilà, enfin, j'invite j'étais l'un Sinclair marocain pendant un certain moment pour animer des émissions avec des dirigeants politiques. Voilà, enfin, j'ai interviewé enfin, les derniers, enfin, tous les chefs de gouvernement, les ministres, les responsables politiques, etc. Et j'ai arrêté les émissions politiques pour des raisons sur lesquelles je pourrais revenir plus tard. Maintenant, j'anime 2 émissions qui sont plutôt d'ordre culturel et historique, une émission qui s'appelle Hiwarat, interview, une autre émission historique en arabe s'appelle Maghreb ou le Maghriba, le Maroc et les Marocains.
J'enseigne aussi à l'université de Casablanca. J'enseigne la sociologie politique à l'université de Casablanca. Et aussi, j'enseigne aussi, enfin, dans un autre domaine, enfin, la communication à l'UM6P, à Rabat, la Story School UM6P de Rabat. Et voilà, enfin, c'est voilà, enfin, mon activité entre le journalisme de la presse, euh, l'enseignement, mais aussi, voilà, enfin, il y a certaines périodes où aussi je suis parti vers la communication. Tout à l'heure, Amine avait parlé de nouveau modèle de développement. Donc, enfin, j'explique une commission qui a été créée par le roi Mohamed VI pour plancher sur un rapport voilà, enfin, qui fixe les orientations des pays pour les prochaines années, c'est-à-dire à l'horizon 2030. Et donc, enfin, on était deux, d'ailleurs, une autre de Sciences Po, Aïcha Arlé, on était chargé de la communication de cette commission et c'était un travail passionnant pendant 2 ans. Donc voilà, enfin, c'était pas de la communication pour gagner de l'argent, mais c'était beaucoup plus de la communication pour un intérêt public, voilà, parce que ce rapport a fait un diagnostic de la situation politique, économique, sociale au Maroc et il a aussi donné des orientations pour les années à venir. On pourrait revenir plus tard sur ces différents sujets. Merci. Merci beaucoup, Abdallah, pour de ton côté aussi un parcours vraiment très riche et complet. Donc, je propose de refaire un tour de table par secteur pour voir un peu dans chacun de vos secteurs qui sont très, très divers et variés et aussi très internationaux. Si vous pouvez très brièvement nous dire quelle est la culture professionnelle et à votre avis, quelles sont les opportunités pour quelqu'un qui viendrait avec un profil Sciences Po. Donc, nous commençons peut-être par Mehdi, s'il peut parler. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Et Alors, ensuite, on fait un tour. bien sûr. Alors, si dans le secteur, on va dire, du droit, sans parler, bien sûr, des métiers comme magistrat et autres, où il y a un concours, voilà, national, euh, il y a deux voies possibles, en tout cas dans le conseil, ben, soit le salariat, soit, on va dire, les professions libérales. Donc, soit juriste d'affaires dans des entreprises. Il y a des grands groupes au Maroc. Il y a des grands groupes internationaux qui ont leur siège ici même au Maroc. Le Maroc, notamment Casablanca, est considéré comme un hub africain pour pas mal de multinationales. Donc, les besoins juridiques sont assez énormes. Après, il y a le côté voilà, profession libérale, avocat. Là aussi, ça passe par un concours. Il faut savoir que dans les cabinets internationaux, il n'est pas nécessaire d'avoir un barreau. Il est même déconseillé d'avoir le barreau de Casablanca pour des questions réglementaires qui seront bientôt dépassées. Mais en revanche, euh, je veux dire, si vous comptez ouvrir votre cabinet, euh, je vous conseillerais d'abord de travailler pour un cabinet autre. C'est la loi, vous êtes obligé pendant 3 ans, vous êtes avocat stagiaire et vous devez travailler dans un cabinet dont les avocats sont inscrits au barreau de Casablanca. Et après 3 ans, ce n'est que là que vous pouvez en effet ouvrir votre cabinet. Sinon, pour être juriste d'entreprise, il y a pas vraiment d'obstacle. Avec une précision très importante, c'est que le droit marocain est très très proche du droit français. Vraiment très proche. On dit souvent pour blaguer que le droit marocain, c'est le droit français avec 10 ans de retard. Voilà. Donc, par exemple, ce n'est que très récemment, depuis à peu près 2 ans, que le Maroc a adopté la SAS, voilà, la société par action simplifiée, qui est une forme sociale qui a maintenant presque une décennie, si ce n'est plus, en France. Et Voilà. Mehdi, est-ce que vous recrutez des étudiants stagiaires ou des futurs profils dans ton cabinet, qui est un cabinet Alors, alors, international? pour le moment, on a eu des stagiaires, donc on a dû accueillir 3 à 5 stagiaires de Sciences Po, de la filière, il me semble, droit économique, si ça s'appelle encore comme ça. Mais donc, oui, on a reçu entre 3 et 5 stagiaires pour le moment. Des recrues Sciences Po comme collaborateurs, pour l'instant, on n'en a pas. On n'en a pas pour la simple raison que c'est un conseil que je donne moi-même. C'est allez d'abord faire vos preuves à l'étranger. Voilà,
quelques années en France, à Dubaï ou ailleurs, pour ensuite rentrer au Maroc. Vous allez mieux valoriser et votre diplôme et vous aurez une expertise voilà, pour mieux vous vendre. Merci pour ces conseils, Mehdi. Donc, peut-être Amine, je ne sais pas si tu veux rebondir sur, étant donné aussi ton expérience entre Paris et Casablanca. Alors peut-être que je peux répondre sur le volet un peu travailler dans Alors, pour rappel, donc l'OCP, c'est une entreprise qui est une SA, mais qui est à actionnariat public à 100%. Donc si je devais comparer ça, bon, c'est peut-être pas la bonne comparaison, mais c'est un peu enfin, l'ancien Areva, disons, de France, mais et à actionnariat 100% public. Donc, on est un groupe qui est à la base minier, qui est plus de centenaire, 102 ou 103 ans maintenant, et qui aujourd'hui est un leader mondial donc, dans la production engrais de précision, mais aussi dans tout ce qui est services agricoles. Et demain, Loïc le sait parfaitement parce qu'il est dans ce domaine, on sera même demain, dans un demain très proche, producteur d'énergie verte et d'hydrogène vert. Donc on a un groupe très diversifié qui, dans ses 22 000 ou 23 000 employés, premier employeur de l'État marocain, enfin du Maroc, je veux dire, et présente un peu tous les métiers. Et ça va du professeur universitaire que peut-être par exemple Abdallah Torabi via l'université Mohamed VI Polytechnique qui est portée par le groupe OCP à un ingénieur civil ou bien un communicant. Donc il y a vraiment tous les métiers dans ce groupe-là. C'est aussi un groupe qui a une culture qui présente aussi une culture très diverse. C'est-à-dire qu'on peut à la fois travailler au bureau de Casablanca, donc dans le corporate, en anglais, en français. Très peu d'arabe aussi pour rassurer ceux qui sont intéressés par rentrer. C'est un groupe où on travaille essentiellement en anglais et en français. Euh, Après, on peut aussi travailler dans le bureau de Sao Paulo ou au bureau de New York ou au bureau d'Abu Dhabi dans les différentes langues qui sont proposées. Donc, c'est vraiment un groupe international comme on le voit ailleurs. Et donc, pour mon expérience personnelle dans ce groupe-là, moi, je travaille donc sur des sujets qui sont essentiellement d'affaires publiques, affaires réglementaires et d'affaires institutionnelles. Je travaille beaucoup sur les partenariats et c'est un groupe, comme je le disais au tout début de mon call, où on peut travailler à la fois basé au Maroc et passer la moitié de son temps dans différents pays qui sont des pays d'intérêt pour le groupe. Donc voilà un peu pour les métiers qui sont... Donc un étudiant en Sciences Po, et c'est que je vais rebondir sur ce volet, c'est pour ça que j'ai posé la question à Mehdi. Euh, euh, Nous sommes un groupe qui, à la base, est un groupe très porté sur le recrutement des ingénieurs. Et on a réalisé il y a quelques années qu'on avait beaucoup d'ingénieurs, mais trop peu de profils comme des profils Sciences Po. Et donc, on est dans une posture aujourd'hui, on est à la recherche de ce type de profil. Et d'ailleurs, pour ceux qui sont intéressés dans ce call, n'hésitez pas à me contacter parce que dans quelques semaines, on va organiser une rencontre recrutement pour le groupe OCP à Paris. Donc, ceux qui sont les Parisiens qui sont intéressés, n'hésitez pas à me contacter dans ce sens et on cherche vraiment tous les métiers. Donc voilà, donc je profite de ce call Camélia pour faire un appel à candidature. Excellent, merci Amine. Je pense qu'il y aura parmi les participants des gens peut-être intéressés avec les bons profils. Donc, Bouchra, je ne sais pas si tu veux aussi nous parler un peu de ton secteur, des deux secteurs dans lesquels tu as travaillé, donc l'architecture, l'urbanisme et les politiques publiques. Oui, bah, déjà,
pratiquement, le métier d'architecture où on construit des bâtiments, on ne peut le faire que si on a un diplôme d'architecture. Donc ça, c'est clair. Et pourtant, il y a beaucoup de métiers où on a besoin des diplômés de Sciences Po. Alors, je parle de tous les métiers qui sont liés au territoire. Aujourd'hui, le Maroc a lancé une vague d'opérations de renouvellement de ces documents d'urbanisme du territoire. Il y a aussi beaucoup de projets de planification, etc. Donc, les profils de Sciences Po sont très recommandés dans les cabinets de conseil et même dans les groupements qui sont faits pour étudier les documents de base, comme un plan d'aménagement de Casablanca, à la réflexion sur le plan halieutique du Maroc. Voilà. Donc, il y a beaucoup de demandes. Je pense que les cabinets d'architecture, enfin, d'urbanisme et de conseil recrutent beaucoup. Moi-même, j'avais eu 2 stagiaires de Sciences Po il y a 2 ans, je pense. Et voilà, donc il n'y a pas de problème aussi. Il y a des gens qui sont intéressés par des stages avec grand plaisir. Et il y a des cabinets de conseil importants comme McKinsey, comme Valiance, comme Capital Consulting, Boston Group, qui sont là et qui recrutent beaucoup ce genre de profil. Après, il y a des cabinets ministériels qui engagent des profils Sciences Po. Voilà, donc les métiers sont là. Au niveau des régions, il n'y a pas forcément qu'à Casablanca ou Rabat, il y a aussi des villes qui sont très intéressées. Après, même sortir d'école sans expérience, il n'y a pas un souci. Il y a beaucoup de choses à apprendre, beaucoup de choses à faire au Maroc. On est peut-être similaire un peu comme dit Mehdi, au droit français, mais commence vraiment à s'écarter de pas mal de choses, qu'on capitalise sur notre propre expérience du pays et aussi par rapport à pas mal de contextes internationaux où ça rapproche un peu plus. Et donc, il y a beaucoup aussi de collaboration avec des pays étrangers. Je travaille du Maroc en Mauritanie, au Sénégal, à Djibouti, à Dubaï, au Portugal. Voilà. Donc, le Maroc est une passerelle et c'est un hub pour pas mal d'autres zones et c'est la porte d'entrée vers l'Afrique. Donc, voilà. Donc, je suis à ouvert. Si vous êtes intéressé, envoyez-moi vos CV ou contactez-moi par messagerie ou par téléphone. Je répondrai avec plaisir. Merci beaucoup, Bouchra, et merci pour ta disponibilité vis-à-vis des participants. Donc, maintenant, je voudrais poser la question à Loïc, qui donc a réussi à combiner vie personnelle et vie professionnelle et a découvert le Maroc un peu plus tard que les autres intervenants. Donc, peut-être tu peux aussi nous raconter un peu comment tu as essayé de saisir des opportunités, comment tu as trouvé les marchés aussi professionnels au Maroc quand tu t'es installé. Oui, alors effectivement, au-delà du Maroc, moi je conseille à tous les étudiants de privilégier au début de leur carrière et puis tout au long de leur carrière l'international et en tout cas la diversité des expériences, hein, pas forcément uniquement dans des grands groupes internationaux, pas forcément dans les mêmes métiers. On voit que les carrières sont de moins en moins linéaires et c'est une excellente chose, y compris dans les secteurs, hein. On peut passer du journalisme au professorat, au monde de l'énergie ou de l'architecture même, hein, pour ne citer que quelques exemples. Et puis aussi, effectivement, pouvoir trouver un équilibre pro-perso. Et je pense qu'il ne faut jamais oublier cet aspect, hein. Ça fait partie du bien-être quotidien et c'est extrêmement important pour l'équilibre général de soi-même et puis de sa famille en général. Et puis évidemment de l'entreprise avec des salariés qui se portent bien. Donc c'est ce qu'offre aussi, hein, le Maroc, je pense, une qualité de vie assez exceptionnelle, des infrastructures qui sont extrêmement développées, et puis une culture business, là aussi, hein, qui est, effectivement avance de plus en plus avec tout type, évidemment, de culture, mais des cultures qui se mixent entre elles, y compris dans des grands groupes. Amine n'en a pas parlé, mais l'OCP, c'est un grand groupe, presque un État dans l'État, mais avec une multitude d'acteurs, y compris évidemment des centres de recherche, des startups au sein de l'OCP, mais je laisserai Amine en parler plus en détail. Mais du coup, voilà, quand on est un grand groupe de l'énergie ou une multinationale de l'énergie, ben, on est amené à travailler avec tout type de structures, du monde associatif, des écosystèmes locaux, puisqu'on s'insère évidemment dans un contexte, dans un territoire, donc aussi tout le monde institutionnel, bien évidemment,
et puis des entreprises de toute taille par ailleurs, hein, pour construire un écosystème local, industriel. Et ça, je crois que le Maroc est très à la pointe là-dessus, hein, de justement intégrer de plus en plus de la chaîne industrielle, d'intégrer le maximum de briques au Maroc, avec tout le rôle du local content. C'est faire en sorte que le Made in Morocco ou le Made with Morocco existe et soit véritablement fort dans tous les secteurs d'activité. Et ça, c'est aussi une grande force du Maroc, hein, d'exister dans plus en plus de secteurs et pas d'exister simplement sur des petites briques à faible valeur ajoutée, mais au contraire de se positionner sur les briques les plus intéressantes à très forte valeur ajoutée. Et je pense que, alors Amine le disait, on a recruté beaucoup d'ingénieurs et le Maroc est réputé pour avoir d'excellents ingénieurs formés au Maroc d'ailleurs ou à l'international mais de plus en plus de profils comme les Sciences Po ou des doubles diplômes qui ont toute leur place, hein, dans l'écosystème. Effectivement, même chez Engie, on recrutait plutôt des ingénieurs. La preuve, c'est que mes 3 prédécesseurs étaient des ingénieurs. Mais voilà, on s'intéresse de plus en plus à des profils tels que Sciences Po, capables, voilà, d'avoir une vision un peu holistique, systémique du monde, dans des secteurs stratégiques, par exemple l'énergie. Donc voilà, vous avez toute votre place. On recrute voilà, quelques Sciences Po aussi chez Engie. On aime beaucoup ce profil. Généralement, on les trouve très ouverts, très facilement pluggables, c'est-à-dire qu'ils arrivent en quelques jours, ils arrivent à se connecter à l'écosystème, à comprendre un peu les challenges. Et puis, dans tout type de fonctions, hein, alors des fonctions support principalement, mais voilà, on a de plus en plus de Sciences Po qui ont des doubles diplômes, y compris ingénieurs. Donc les fonctions, ça peut être des fonctions stratégiques et communication, legal, RH, financier bien évidemment. Donc beaucoup de métiers qui sont ouverts à nos diplômés. Merci Loïc. On termine le tour de table avec Abdallah sur les métiers des médias et du journalisme. Et après, on laisse la parole au public. Non. Bien sûr, pour le métier du journalisme, sa relation avec Sciences Po et voilà, enfin, les passerelles entre ce qu'on apprend à Sciences Po et le journalisme, bien sûr, c'est évident. C'est la même chose qu'en France, c'est-à-dire il y a une demande de gens qui ont des profils Sciences Po, qui ont voilà, enfin, qui ont des connaissances en sciences sociales, qui ont une bonne culture générale, qui savent très bien rédiger, etc. Donc il y a une demande. Bien sûr, enfin, de la même situation qu'en France, c'est-à-dire on ne fait pas le journalisme pour gagner de l'argent, on le fait beaucoup plus par passion, par conviction, par découvrir de nouvelles choses, voilà, pour pouvoir voilà, enfin, s'exprimer, enfin, écrire. C'est une passion beaucoup plus que, je l'ai dit encore une fois, que pour gagner de l'argent. Alors pour la situation au Maroc, ben, bien sûr, enfin, les médias, c'est un secteur, enfin, comme partout dans le monde, c'est un secteur qui est en train de connaître de grandes mutations. Bien sûr, la recherche d'un modèle économique pour les entreprises de presse, ce qu'on appelait, voilà, enfin, il y a quelques années, le virage digital, c'est-à-dire que voilà, enfin, ça multiplication des réseaux, des formes, voilà, comme si sur le web. Donc, il y a actuellement une mutation qui est très grande. Le Covid a eu un impact aussi incroyable sur l'économie des médias au Maroc. Donc, bien sûr, enfin, il y a une baisse des recettes, etc. Je ne suis pas en train de faire un tableau sombre, mais je suis en train juste pour dire, voilà, la situation où on est actuellement. On est dans une phase de mutation. Donc, évidemment, j'encourage les gens à tenter cette expérience, à faire l'expérience des médias, ceux qui sont intéressés par ça, ceux qui sentent qu'ils ont voilà, la sensibilité, l'âme de pouvoir faire du journalisme au Maroc. Bien sûr, enfin, je les encourage. Il faut, par exemple, commencer par des stages pour voir à quoi ça ressemble. C'est une phase qui est extrêmement enrichissante et qui est une phase vraiment qui est très, très importante. Et voilà, enfin, c'est à partir de là, on décide est-ce qu'on voudrait faire du journalisme ou pas. Alors, pour la presse au Maroc aussi, enfin, pour le métier des médias, c'est aussi généralement, c'est une passerelle pour autre chose. C'est-à-dire, il y a beaucoup de journalistes, Amine au sein de l'OCP, il y a beaucoup de journalistes, voilà, enfin, des journalistes connus, qui sont partis travailler à l'OCP dans différentes activités, dans différents secteurs, etc. C'est-à-dire que voilà, enfin, il y a beaucoup de journalistes, parce que c'est un métier qui est très fatigant, enfin, qui est passionnant, mais en même temps, qui demande beaucoup d'efforts,
physique, psychique, etc. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui sont partis vers autre chose. Et parfois, voilà, ils se sont retrouvés ailleurs. Il y a des gens qu'on retrouve dans des cabinets ministériels, d'autres personnes, et ça, une bonne partie des anciens journalistes qui sont partis vers les métiers de communication, le conseil, voilà, enfin, ouvrir leur propre boîte en relations publiques et en communication. Donc, c'est un métier, bien sûr, enfin, j'encourage, vraiment, enfin, je me suis beaucoup amusé, je m'amuse encore à le faire, à faire ce métier de journaliste, je le conseille vraiment de le faire. Mais sachant que voilà, qu'il y a d'autres voies de sortie, si on a, voilà, si on estime qu'on a fait le tour, c'est que voilà, qu'il y a un équilibre entre, Loïc, on a parlé tout à l'heure, un équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle, vers d'autres activités. Bien sûr, enfin, je suis ouvert à toute question et à toute remarque, si vous voulez. Peut-être Merci. un complément sur ça, Abdallah. Euh, il y a des médias au Maroc, il y a certainement le média que tu as dirigé tel quel, qui a eu des journalistes qui sont français et qui sont installés au Maroc et qui ont travaillé et qui travaillent toujours d'ailleurs, au moins pour une journaliste, pour le média marocain. Et donc, il y a cette possibilité-là, juste pour démystifier un peu la chose. C'est-à-dire que, quelle que soit l'entreprise, et on le voit de plus en plus au Maroc, et Loïc peut-être en témoigner, c'est qu'on voit de plus en plus de non-marocains s'installer au Maroc, travailler dans des métiers qui, à la base, étaient considérés comme des métiers de Marocains. Et pour répondre peut-être rapidement à une question qui a été posée sur la langue arabe, ça dépend des métiers, mais essentiellement, dans tous les métiers qui sont portés à l'international ou dans les métiers, enfin, en tout cas en général, on n'a pas besoin de la connaissance de la langue arabe parce que c'est des métiers administratifs où la langue arabe est obligatoire. Mais pour le reste, on peut très bien, Loïc, je suppose que bon, certainement tu, es tu communiques pas mal en arabe d'ailleurs, j'ai été agréablement surpris la dernière fois, mais c'est pas quelque chose c'est pas un requirement au quotidien pour toi et pour beaucoup d'ailleurs. Pour rassurer pas mal de gens sur ça, sur cette question-là. Oui, alors moi, je suis dans une entreprise de droit local marocain malgré tout, donc avec 90% aussi de Marocains. On a une 13 nationalités différentes au siège et sur les assets. Mais voilà, effectivement, la langue arabe n'est pas obligatoire au quotidien. Après, je vous conseille quand même de vous imprégner, et ça c'est valable pour toutes vos expériences, de la langue, de la culture, des cultures, parce qu'il y a souvent plusieurs cultures en réalité, que ce soit en Asie, en Afrique ou au Maroc. Euh, donc ça c'est extrêmement important, parce que voilà, chaque contexte a sa propre, sa propre culture, sa culture d'entreprise, mais aussi sa culture locale et ses cultures locales. Et ça, en revanche, c'est extrêmement important. Donc, ne traînez pas dans des bulles. Alors, vous pouvez évidemment être avec vos copains VIE, stagiaires ou employés, mais essayez aussi de vous ouvrir à d'autres mondes, à d'autres bulles, pour éviter justement cet effet d'être que enfermé dans sa bulle d'expat ou dans sa bulle de Français qui finalement voilà, n'accepte pas la diversité de son expérience. Ouais. Et ça aussi, c'est valable pour toutes les expériences d'expat que vous aurez à faire. Hein. C'est extrêmement important de vous ouvrir aussi à d'autres cultures et à la culture locale, bien évidemment, en priorité. Quoi. Alors, Moi, je veux si un vous petit voulez... peu rebondir. Ah, pardon. Vas-y. Vas-y, Non, je t'en Anne. prie, je t'en prie, je t'en prie, non, je t'en prie, je Je t'en prie. voulais rebondir par rapport à ton intervention, justement, parce que on a l'impression qu'on est en train de peindre un tableau idyllique et en fait, voilà, le Maroc, comme pas mal de pays, hein, tout n'est pas rose. Et la crise du Covid, comme partout dans le monde, a laissé son empreinte. Mais moi, je vois par rapport à mon secteur d'activité, il y a un regain d'intérêt et un engouement spécial depuis l'annonce justement du mondial, que le Maroc va abriter le mondial en 2030 et puis l'événement de la Coupe d'Afrique en 2025, qui passe sous le contrôle de Abdallah et de Mehdi.
Donc, ce sont des deux dates importantes qui ont fait un réel engouement parce que les régions sont en train de lancer pas mal de projets parce que, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le Maroc a lancé un vaste chantier de décentralisation et régionalisation. Donc, chaque région a sa propre autorité et ses documents, etc. Bien sûr, sous l'égide gouvernementale. Mais voilà, il y a pas mal de choses qui sont en train de se faire, beaucoup de documents qui sont en train de refaits, beaucoup de restructuration, beaucoup de choses. Il y a beaucoup de chantiers. Voilà, donc c'est peut-être le moment ou jamais pour ceux qui veulent tenter l'expérience marocaine de venir parce qu'il y a franchement des choses très très intéressantes à faire. Je voulais réagir par rapport à la remarque de l'ami. Il a parfaitement raison. C'est-à-dire sur la maîtrise de la langue française dans le journalisme. Il y a une tradition au Maroc depuis une vingtaine d'années, c'est d'avoir des journalistes qui ne sont pas marocains, qui sont installés au Maroc et qui travaillent pour des médias qui sont francophones. Il y a une tradition voilà, d'abord de journalistes sénégalais, ivoiriens, maliens qui sont installés ici quasiment depuis un quart de siècle au Maroc. Enfin, j'en ai côtoyé certains qui étaient d'excellents journalistes au Maroc, mais aussi, voilà, quand je travaillais pour tel quel, il y avait une bonne partie, je peux dire même que quasiment le tiers des journalistes, c'était des journalistes français. C'était des jeunes journalistes qui venaient de diplômés, voilà, qui voulaient tenter l'expérience au Maroc, de venir travailler. Ils ont fait un excellent travail. Donc, évidemment, si on revenir à la question de la langue arabe, évidemment, elle pourrait être importante, c'est un plus, c'est indéniablement, c'est un plus, mais ce n'est pas rédhibitoire, ce n'est pas quelque chose, voilà, la maîtrise de la langue arabe n'est pas rédhibitoire dans le domaine professionnel, c'est-à-dire, dans le domaine professionnel, du moment qu'on maîtrise le français, qu'on maîtrise l'anglais, et qu'on fait aussi un certain effort pour pouvoir parler, comprendre l'arabe et communiquer. Louis aussi l'a bien dit. C'est aussi sortir, voilà, s'enrichir avec le contact des gens, le contact culturel, etc. C'est une bonne chose. Donc la langue n'est pas un facteur rédhibitoire en soi-même, dans le domaine professionnel. Je tiens à rappeler par exemple qu'il y a beaucoup de Marocains qui sont nés en Europe, qui sont nés en France, qui sont nés en Espagne, qui sont nés dans d'autres pays, en Belgique, aussi en Hollande, et voilà, qui sont revenus s'installer au Maroc, qui sont installés au Maroc pour différentes raisons. On ne va pas faire une présentation de raisons qui poussent des gens qui sont d'origine marocaine à s'installer au Maroc. Donc, ils sont venus s'installer au Maroc, et voilà, qui sont là depuis des années et des années. Et voilà, je ne pense pas que voilà, qu'ils aient une maîtrise parfaite de l'écriture en langue arabe. Ils ont fait leurs études avec la langue, dans la langue du pays de leur naissance. Donc la langue n'est pas un problème. Bien sûr, j'encourage tout le monde, surtout les gens qui ne parlent pas le dialecte marocain, qui ne parlent pas de Darija, à l'apprendre. Et je pense Loïc est là pour le dire. C'est pas très difficile à comprendre, c'est pas très difficile à apprendre. Merci. Je vois qu'il y a une question dans le chat qui concerne l'entrepreneuriat. Est-ce que vous auriez des conseils pour comment lancer son cabinet, par exemple, au Maroc? C'est pour Bouchra, ça, hein? J'imagine. Je ne sais pas si elle est toujours connectée avec nous. Peut-être qu'il y a un problème de connexion. Euh, Sinon, on passe à la question suivante et on reviendra ok. après. Euh, donc, il y a une étudiante qui sera en stage dans sa troisième année à l'Institut français à Rabat, première fois au Maroc. Donc, elle demande quels conseils vous lui donneriez pour trouver aussi une colocation, pour le réseau. Alors, je pense la première chose, mais je laisse Amine répondre, c'est déjà la section d'alumni au Maroc, le conseil de bouche à oreille. Effectivement. Je suis connectée, hein, si ça peut, voilà. J'avais Ah, juste bah du mal super. à déclencher mon micro. En fait, pour répondre à la question, il y a beaucoup d'opportunités. Moi, ce que je vous conseille, c'est de vous inscrire sur le groupe WhatsApp pour ceux qui veulent s'installer vraiment, qui sont sur Sciences Po, qui veulent s'installer au Maroc, qui ont des questions particulières. Où, voilà, il y a pas mal de choses d'annonces. On peut très facilement trouver des choses, soit des stages, soit des logements, soit des choses. Et généralement, je parle sous le contrôle de Loïc, qui peut juger, on est assez réactif sur le groupe. Il y a un très grand élan de solidarité, d'entraide. Donc, généralement, toute question ou demande, on arrive facilement à soit y répondre, soit à mettre en contact les personnes qui peuvent répondre très rapidement.
Voilà. Oui, et y compris à Rabat, puisque j'ai noté qu'elle serait à l'Institut français de Rabat. Je sais qu'il y a une communauté de VIE et VIA à Rabat, au-delà de l'alumni des Sciences Po, mais c'est très facile hein, de se faire des amis et via le bouche à oreille, hein, de trouver un logement, une colocation, etc. Pas de problème là-dessus. Et au-delà de Sciences Po, voilà, beaucoup d'autres écoles, beaucoup d'autres stagiaires, qui soient marocains d'ailleurs, des écoles marocaines ou françaises ou internationales. Hein, il y a quand même une communauté très forte d'étudiants, de stagiaires, donc il est extrêmement facile de trouver des colocations et même de sortir, y compris à Rabat. Merci Loïc. Bouchra, si tu es toujours là, on avait une question tout à l'heure sur comment ouvrir son propre cabinet au Maroc. Une question vraiment pour les entrepreneurs. Est-ce que tu aurais quelques conseils sur ce sujet? Oui, maintenant il y a une démarche, c'était dématérialisé, donc il y a la possibilité en ligne d'ouvrir, ou alors très rapidement via un cabinet de comptable ou d'expert comptable, ça coûte, ça dépasse pas 150 euros pour toute la démarche, donc c'est très facile, c'est aussi facile que voilà. À part si on a des métiers particuliers comme avocat ou comme architecte, etc., on a besoin d'une autorisation particulière. Mais dans le cadre d'une start-up ou d'une boîte classique, c'est très facile. Il faut juste choisir le format qu'il faut et puis être accompagné. Moi, je dis toujours qu'il faut être accompagné. Le accompagnement est très important, il ne faut pas le sous-estimer parce que ça permet d'éviter des erreurs qu'on peut regretter après sur pas mal d'années. Donc, être accompagné, ça coûte pas cher. Il y a aussi le Centre régional d'investissement qui offre des accompagnements bénévoles gratuits. Donc, voilà, se rapprocher rapidement soit d'un expert comptable, un comptable, ou alors le Centre régional d'investissement dans la zone ou dans la région où vous voulez vous installer. Et il y a un accompagnement qui est gratuit. Et sur la partie, si c'est l'entrepreneuriat type start-up, dans des domaines précis, l'ag-tech, health tech, green tech et deep tech, le groupe OCP ainsi que son université, qui est l'UM6P, on a un hub à Paris d'identification de startups qui ont un intérêt pour les enjeux africains en général et pour le Maroc en particulier, qu'on peut accompagner, conseiller, etc. Donc, n'hésitez pas à me contacter euh, s'il y a de l'intérêt dans ce domaine-là. Et on fait le lien avec notre hub de start-up au Maroc. Loïc le disait, on a un incubateur, on a un fonds d'investissement qui est d'environ 230 millions de dollars, qui accompagne ces startups-là dans ces domaines-là, les domaines que j'ai mentionnés. Euh, et on a tout un programme en fait, de formation et d'accompagnement des startups. Basé au Maroc, et on fait le lien à Paris avec notre incubateur. Merci beaucoup, Amine. On a deux questions qui sont assez similaires. C'est deux étudiants de l'école de relations internationales de PSIA. Donc, l'une, c'est sur des opportunités dans le développement et surtout dans les secteurs liés au phénomène de migration. Et l'autre, plutôt dans le domaine de la défense et droits humains, ONG, etc. Donc, je ne sais pas si vous avez quelques pistes à ce sujet. Alors, je vais rebondir sur ça, parce que Bouchra le disait très bien et elle a raison. On a un groupe WhatsApp qui est vraiment très dynamique, avec des alumni qui travaillent dans tous ces domaines-là. On a des alumni qui travaillent pour des agences onusiennes au Maroc, que ce soit dans ONU Femmes ou dans d'autres agences, à l'UNESCO et autres. Donc n'hésitez pas, si soit nous envoyer vos contacts et on vous ajoute dans le groupe WhatsApp. Et on le fait suite à ce call. Soit nous envoyer vos mails et vos CV par mail et on communique dans le groupe WhatsApp si vous ne voulez pas vous intégrer dans le groupe WhatsApp. Donc sachez que le groupe WhatsApp, c'est à la fois pour les alumni marocains ou autres installés au Maroc, mais pour tous ceux qui ont un intérêt pour le Maroc et les Marocains de la diaspora aussi. Donc, donc voilà, n'hésitez surtout pas.
Peut-être, Amine, tu pourrais à la fin de la conférence mettre le lien du numéro WhatsApp parce que sur le site de Sciences Po Luni au Maroc, il n'y a pas. Alors, je vais, je sais pas comment on met le lien, mais peut-être ce que je peux faire, c'est que je vais mettre mon numéro ici, euh, à ne pas mettre dans des groupes publics. Oui, ou alors, si tu préfères, comme c'est sensible, nous pouvons envoyer un message à tous les participants avec le lien WhatsApp. Si Ok, alors c'est pendant qu'on fait le call, je vais essayer de voir comment on fait un lien WhatsApp et le poster là. d'accord, parfait. Donc, il nous reste 5 minutes. Est-ce qu'il y a encore des questions? Vous pouvez aussi lever la main, d'expliquer. Ah, voilà, il y a une question sur le Bitcoin. Euh, de nombreux pays ont déjà fait volte-face sur leur ancienne position. Vous considérez cela comme illégal de la part de Jonathan, de la section Monaco. Alors, c'est une question peut-être plus pointue. Je ne sais pas si ça concerne les opportunités professionnelles, mais Jonathan, tu veux prendre la parole peut-être? Oui, c'était juste pour avoir un peu un avis sur le niveau de compréhension, aussi bien des institutions, des privés, des particuliers, sur l'intérêt du Bitcoin pour le pays. Et bien souvent, ceux qui jugent ça comme inégal, c'est simplement un manque de compréhension et d'éducation sur le sujet. Donc, ça va prendre du temps, mais on est là pour ça. Alors, Jonathan, effectivement, donc c'est dommage que Mehdi soit parti parce que dans son domaine, il a touché à ces sujets, au cabinet. Il suit beaucoup les réglementations de ces sujets. Donc, ce que je peux faire, c'est je peux t'inviter à le contacter directement, Mehdi Mexari, et puis il peut t'aider sur ce sujet-là. Ok, Moi, malheureusement, ma compétence euh, se limite à beaucoup de sujets, mais pas à celui-ci. Mais lui pourra certainement t'aider sur ce sujet. Voilà. Je mais sais pas si... justement, il y a un intérêt avec votre groupe. Et je vous ai envoyé un message sur LinkedIn, donc on peut continuer dessus. Parfait, avec plaisir. Super, je regarderai ça, merci. Parfait. Alors, nous avons encore peut-être le temps pour une dernière question, s'il y a une dernière question parmi les participants. Ah, bah ça c'est intéressant. Dans les secteurs culturels, en effet, nous ne l'avons pas abordé directement. Donc, avez-vous des pistes ou des suggestions pour les secteurs culturels qui doivent être très riches et vivants au Maroc? Je ne sais pas si quelqu'un veut. Clairement. Peut-être, Abdallah, tu veux commencer et puis je complète ou... En mute, hein. Ouais. En fait, le secteur culturel, enfin, c'est beaucoup de choses. C'est-à-dire que voilà, enfin, il y a à la fois, bah, enfin, il y a quelque chose d'abord. Enfin, c'est les festivals de musique, les festivals culturels, c'est quelque chose qui est assez développé, assez riche au Maroc. C'est-à-dire que voilà, enfin, je pense il y a quelque chose à développer à ce niveau-là. Pour le livre, alors pour les livres, je pense aussi qu'il y a de l'expertise à développer dans ce domaine-là, c'est-à-dire que voilà, enfin, il y a tout ce qui est livre numérique, et tout ça, c'est un domaine qui reste encore à développer au Maroc. Enfin, les maisons d'édition, il n'y en a pas beaucoup. Enfin, il y a certaines maisons d'édition maintenant qui sont en train de venir. Et il y a une relève qui est en train d'être attendue dans ce domaine-là. Enfin, parce que le secrétaire culturel, enfin, il y a beaucoup de choses. C'est pour ça, enfin, je ne pourrais pas parler d'un domaine. Enfin, les domaines, enfin, je connais. Le livre, par exemple, oui, il y a une place. Il y a des choses enfin, qui bougent au Maroc à ce niveau-là. Il y a enfin, le ministère de la Culture qui essaie de faire un travail de subvention du livre au Maroc. Je peux dire, par exemple, la librairie, enfin, une des plus grandes librairies à Casablanca, elle est tenue par couple de Français avec des gens qui sont là, qui sont des Français. Donc voilà, enfin, il y a une place à ce niveau-là. Oui, enfin, je pense que pour la question de domaine culturel, il y a des choses à développer au Maroc. Et je conseille voilà, enfin, commencer tout d'abord par faire des stages ou des petites expériences d'un an, 6 mois, un an pour voir voilà, est-ce qu'on est passionné, est-ce qu'on aime ce qu'on est en train de faire. Et après, enfin, juger sur place. Mais en tout cas, il y a un intérêt croissant grand pour la culture au Maroc. Enfin, bien sûr, enfin, il y a une culture millénaire, ça, on ne parle pas de ça, mais on parle voilà, enfin, des métiers culturels, des industries culturelles.
Et donc, il y a tout un pont à développer au Maroc. Il y a maintenant, enfin, c'est même au sein de la CGM, la Confédération des entreprises au Maroc, il y a toute une partie qui est consacrée à ces industries culturelles. J'allais. Effectivement, peut-être pour compléter, euh, ce que je voulais dire, là, effectivement, tu l'as mentionné en fin d'intervention, c'est les industries culturelles et créatives ou créatives et culturelles, les ICC. C'est un sujet qui est de plus en plus important de ces dernières années, avec pour objectif principal la valorisation du capital matériel et immatériel en fait, du patrimoine marocain. On le voit beaucoup, et certains peut-être le connaissent, avec le festival de musique Gnawa, qui est un peu la vitrine, disons, d'un segment de la culture marocaine, donc par la musique, mais aussi par les traditions ancestrales autour de cette musique. Donc il y a des travaux qui ont été lancés justement par ce nouveau gouvernement et par un ministre marocain, le ministre de la Culture, qui est un Sciences Po d'ailleurs, pour la valorisation de ce patrimoine-là. Il y a une université qui est l'université l'UM6P, dans laquelle Abdallah intervient, et qui est portée par le groupe OCP, où des travaux autour de ce sujet-là ont été lancés sur la préservation du patrimoine culturel immatériel marocain, et sur aussi comment valoriser et pérenniser une partie de ce patrimoine-là qui, malheureusement, est en train de disparaître de par en fait, la nature même de certains métiers, le fait qu'il n'y ait pas de transmission dans certains métiers. Et on le voit de toute façon pas qu'au Maroc, mais un peu partout dans le monde. Donc c'est un sujet qui prend de l'importance. Et donc, quel type de métier, quel type de place pour ces travaux? Bah, à l'université, donc aussi, dans des organismes qui travaillent sur ce sujet-là. Je sais qu'il y a UNESCO Maroc qui travaille beaucoup dans le sujet de la préservation du patrimoine culturel marocain. Donc voilà un peu les quelques pistes sur ce sujet. Il y a aussi, c'est justement toutes les festivals qui sont. Il y a beaucoup de festivals actuellement, notamment celui de la musique soufie, celui de la musique sacrée de Fès. Il y a pas mal aussi d'événements culturels qui sont en cours d'organisation par rapport justement à cette échéance touristique et sportive qu'il y a au Maroc. Et justement, il y a soit à travers les organismes internationaux, donc comme l'UNESCO et autres, ou alors à travers des agences d'événementiel qui sont là, il y a de l'animation. Il y a aussi Casa Events, une agence publique marocaine qui s'occupe des événements au niveau de Casablanca, et la même chose à Marrakech et à Agadir. Donc, il y a différents moyens justement de travailler dans le domaine culturel, soit à travers les agences, soit à travers le côté institutionnel marocain, ou alors, bien sûr, à travers des événements ponctuels comme le festival de musique sacrée, etc. Et il y a D'ailleurs, la musique effectivement, soufie est en cours actuellement. Magnifique programme. Et la semaine prochaine, c'est la musique sacrée de Fès qui est exceptionnelle. En termes de conférences et de musique, c'est quelque chose vraiment incroyable à vivre. Loïc, tu voulais dire un Et je truc? je pense que les profils Sciences Po sont très recherchés justement pour leur polyvalence. Et dans ce domaine-là, on cherche des gens un peu câblés de manière euh, capables d'être polyvalents, de bosser sur beaucoup de sujets, parfois très recherche, parfois très pratiques. Et effectivement, il y a énormément de programmes ICC là, qui se mettent en place depuis le Maroc, qui ne sont pas que centrés sur le Maroc. Et c'est ça aussi la force du Maroc, c'est qu'ils voient chacun des enjeux, chacun des challenges. Et le challenge des ICC est très fort d'un point de vue global, avec une porte sur l'Afrique et le monde qui est assez exceptionnelle, et de plus en plus depuis le Maroc. Et donc il y a effectivement plein de programmes soutenus par les universitaires, par des programmes de coopération internationale ou par des institutions marocaines. Merci beaucoup pour vos réponses. Alors, je vois que nous avons dépassé la limite.
Je ne sais pas si vous voulez conclure ou si vous avez encore un mot à donner, mais déjà, je pense que terminer avec cette phrase sur la force du Maroc comme une porte d'entrée sur l'Afrique, le Moyen-Orient, l'Europe, euh, c'est déjà une très belle conclusion. Donc, j'ai mis dans les chats le lien vers les séances précédentes de Vivre et Travailler à. Donc, continuez à suivre nos séances. La séance précédente était sur l'Inde, la prochaine sera sur l'Australie. Donc, nous allons continuer à, voilà, à faire un aperçu des différents pays. Le Maroc est un pays extraordinaire. Un grand merci à nos intervenants pour leur temps et leurs précieux conseils. Je laisse la parole à Amine pour faire la conclusion. Et voilà, à très vite. Merci beaucoup, Camilla. Très rapidement, avant de conclure, je voulais juste informer les Sciences Po que le Maroc va organiser, enfin le Paris Peace Forum que vous connaissez certainement parce que Sciences Po est dans les instances de gouvernance du Paris Peace Forum et chaque année, des centaines d'étudiants de Sciences Po participent au grand événement les 10 et 11 novembre à Paris. Cette année, c'est une nouveauté assez inédite. C'est pour la première fois dans l'histoire du Paris Peace Forum, leur événement du printemps va être organisé au Maroc. Donc le 9 et 10 juin, et ça sera organisé à l'université Mohamed VI Polytechnique, donc l'UM6P à Ben Guerir. Et donc, les étudiants de Sciences Po sont bien entendu les bienvenus, les alumni aussi. Pour tous ceux qui désirent y prendre part, ils sont le bienvenus. La thématique cette année, c'est les transitions justes. On va parler d'agriculture, de transition énergétique, de la réforme de la finance mondiale, ainsi que celle de la santé. Et on aura bien sûr le plaisir et l'honneur de recevoir des patrons d'organisations internationales, plusieurs ministres de plusieurs pays. Et donc, ça va être un événement pour une première organisée dans un pays du Sud pour un dialogue Nord-Sud. Donc voilà, et encore une fois, mille merci à tous d'avoir participé. Et puis on est à votre disposition. On a envoyé nos coordonnées dans le groupe, le lien pour le groupe, le chat. N'hésitez pas à nous contacter. Et merci mille fois aux membres du bureau. Merci à Loïc pour votre mobilisation. Et coucou à la petite d'Abdallah, qui est peut-être une future Sciences Po. Bah, Euh, elle criait pour nous rejoindre, elle rejoindre la réunion. Donc voilà, enfin, si vous avez des conseils pour rejoindre Sciences Po plus tard, Elle m'envoie son CV. ça marche, oui. Excellent, excellent. Merci beaucoup. Et Amine, aurais-tu peut-être les liens vers ce forum Bien sûr, alors je mettre dans vais, le chat? t'envoyer parce que il y a eu un communiqué de presse qui est sorti vendredi d'ailleurs avec les informations. Je vais t'envoyer le lien à communiquer aux membres de la section. Excellent. Donc, merci à toutes et à tous et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de plus d'informations. Merci.